Votre bilan santé vous est présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix. Bonjour à tous et bienvenue à votre bilan santé. Sans plus tarder, je vous présente mon co-animateur, Dr Marc Lacroix. Bonjour Marc. Bonjour Dominique. Aujourd'hui, Marc, un sujet qui touche beaucoup de couples. Effectivement, on rencontre le Dr Jean Roy, omnipraticien, avec un intérêt particulier pour l'apnée du sommeil. Alors, juste avant d'aller à la pause, voici notre question vrai ou faux pour cette semaine. La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. La consommation d'alcool en soirée peut augmenter les ronflements et l'apnée durant la nuit. Le sujet du jour est une présentation de Family Prix. Comme à chaque semaine, nous vous invitons à aller répondre à notre question vrai ou faux sur notre page Facebook Votre Bilan Santé et courir la chance de gagner un bilan de santé. Docteur Roy, bonjour, bienvenue à Votre Bilan Santé. Bonjour. Aujourd'hui, on discute d'un sujet, on le disait un petit peu plus tôt, qui touche particulièrement les couples, l'apnée du sommeil. Parlez-nous un peu, Dr Roy, là, de ce que c'est que l'apnée du sommeil, dans le fond. C'est quoi le... Ça se présente comment? Ça touche qui? À partir de quel âge? Comment vous définiriez cette problématique-là? Je pense que pour faire une définition simple de l'apnée, parce qu'on a beaucoup de définitions, que monsieur tout le monde est pas mal mêlé dans ça, c'est que l'apnée, c'est un arrêt respiratoire. Okay. Je pense que l'exemple que je pourrais vous donner, c'est quelqu'un qui retient son souffle. Quand tu es sous l'eau, tu essaies de retenir ton souffle, là, bien, 10 secondes, c'est beaucoup. Bien, l'apnée, c'est ça. C'est un arrêt respiratoire d'au moins 10 secondes qui peut durer parfois jusqu'à 30 secondes. C'est beaucoup? Oui, c'est beaucoup. C'est dû à quoi, principalement, Dr Roy? C'est-tu dû, on voit souvent, là, on parle de ronflement, association, on parle de surplus de poids. C'est quoi les facteurs qui prédisposent à l'apnée? Bien, ça, en fait, c'est causé par un affaissement musculaire au niveau de la langue et des voies respiratoires supérieures. C'est sûr que l'implication de l'obésité, des patients qui ont des gros coups, puis il y a aussi une composante génétique, une composante de malformation au niveau du visage, comme les mâchoires trop reculées ou trop avancées. Le ronflement puis l'apnée, c'est-tu nécessairement lié ou pas toujours? Il faut dire que à peu près 65 de la population ronfle. Quand même. Bon, on dit que 15 va faire de l'apnée. Là, c'est de faire le diagnostic différentiel aussi dans le ronflement. Mais la majorité des patients qui font de l'apnée vont ronfler, à part de quelques exceptions. C'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Entre 30 à 60 ans, il y a beaucoup plus d'hommes qui vont faire de l'apnée que les femmes. Mais à 60 ans, à l'arrivée de la ménopause, on a beaucoup plus de femmes qui vont faire de l'apnée. Autrement dit, ça va s'équivaloir. Donc, hommes-femmes, c'est à peu près équivalent. Dans la population générale, on parle de quoi? 10 à 15 des gens qui font de l'apnée? On dit, on est rendu à dire 10 10 Mais je pense que si on vérifie nos statistiques, là, parce que l'apnée est vraiment sous-diagnostiquée. Puis une autre chose qu'il faut différencier, c'est que chez une femme, c'est très sous-diagnostiqué. Parce que les femmes n'ont pas les mêmes symptômes. Un homme, souvent, va venir consulter parce que, bon, il ronfle la nuit, sa conjointe a dit qu'il ronflait, il fait des pauses respiratoires, puis il a un sommeil agité. Il donne des coups de coude un peu dans la nuit là, pour réveiller le... Quand le patient vient consulter de lui-même, il vient souvent parce qu'il y a des problèmes dans le jour. Il est fatigué, manque de concentration, puis la somnolence diurne. Irritabilité aussi, je pense. Oui, hein? c'est ça. Ça s'ensuit. Par contre, la femme, elle, une femme, ça ne ronfle pas. Jamais, jamais, jamais. Eux autres, ils vont être fatigués. Ils vont faire de l'insomnie, ils vont avoir de la fatigue, mais ils ne ronflent pas. Et ils ne font pas de pause respiratoire. Puis, le conjoint, lui, il ne réalise jamais quand sa femme ronfle et elle fait des arrêts respiratoires. Ça fait que c'est pour ça qu'ils ne sont jamais référés. Ils viennent d'eux autres mêmes. Sauf que j'ai eu une petite madame, à un moment donné, qui travaille en agriculture. Son mari est venu la reconduire. Il dit, « Faites de quoi? » Il dit, « Elle s'endort sur son tracteur. » Ça peut être dangereux aussi. Mais je ronfle pas.
Mais qu'est-ce qui amène les patients, règle générale, à consulter le médecin? Souvent, ça fait un bon moment, j'imagine, que ça dure, la problématique. Qu'est-ce qui pousse le conjoint ou la conjointe à consulter? C'est les symptômes, puis ça vient d'eux autres mêmes. Je veux dire, la majorité des patients que moi je vois ne sont pas référés par un médecin. Ils viennent par Ils viennent d'eux autres mêmes, soit parce qu'ils ont des symptômes le jour, ou soit qu'ils ont des symptômes nocturnes que le conjoint ou la conjointe a remarqué, puis elle dit, bien là, faites quoi? Parce que là, moi, je divorce. Ouais. Ça peut aller jusqu'à là, parce que la oui. personne, ça se prend pas en main. Les problématiques, là, Dr. Roy, qui peuvent découler de l'apnée, parlez-nous-en un petit peu. Bien, on sait que l'apnée, ça augmente le risque d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, d'accidents cérébrovasculaires. Mais ce qu'on ne mentionne pas aussi souvent, c'est que ça augmente la dépression. Ah oui. On a 2 à 3 fois plus de chances d'être diagnostiqué pour une dépression quand on fait de l'apnée. Puis, on augmente par 2 fois nos risques d'avoir un accident de la route comparativement à une personne qui ne fait pas d'apnée. Donc, les industries du camionnage, le transport scolaire, par exemple, sont visées un peu par ça. Bien, il y a beaucoup de nouvelles normes qui existent maintenant. Aux États-Unis, dans toutes les provinces, ça va venir obligatoire chez les transporteurs routiers de faire une évaluation d'apnée pour les nouveaux employés. Comme on a exactement aussi pour l'aviation. Donc, dans le contexte d'un examen pré-embauche, par exemple, on va être obligé de passer des tests d'apnée. Ça devrait être fait. Parce qu'il y a un risque accru, comme vous le disiez, au niveau des Le accidents sur la camionneur route. qui est toujours assis, qui généralement a un problème d'obésité, donc il est à risque, vraiment. Puis vous m'avez parlé tout à l'heure de dépression, d'apnée, de prévalence élevée de l'apnée chez le dépressif. Est-ce que vous pensez que dans certains cas, des gens arrivent avec des médicaments pour la dépression, mais que dans le fond, ils font de l'apnée? Ça peut-tu arriver, ça? Dans les statistiques mondiales, on dit que 72 des patients qui consultent pour de l'apnée sont déjà sur des antidépresseurs. Bien, 72. Moi, j'ai vérifié parce que je trouvais que c'était énorme. J'ai vérifié ça avec les normes de l'American Sleep Medicine. J'ai regardé dans mes consultations que j'ai eues depuis 2 ans et demi, puis j'arrive à 66 C'est beaucoup, quand même. Donc, normalement, là, quand on diagnostique une dépression, on devrait soupçonner possiblement de l'apnée aussi, parce que les symptômes sont pas mal pareils. Le patient vient voir le médecin parce que là, il est fatigué, il est irritable, il a la misère à dormir. Puis comment on fait pour poser le diagnostic? C'est quoi la première étape, là? Quelqu'un qui dit, moi, je suis peut-être dans ces patients-là, là. Comment on fait pour poser un diagnostic? Bien, ça prend une bonne évaluation. Pas seulement des examens, mais ça prend une évaluation. Moi, j'ai une équipe qu'on a formée avec le temps. J'ai des inhalothérapeutes, qu'on a monté un programme qui a été approuvé par Les médecins le spécialistes. médecin spécialiste de l'hôpital Laval, où le patient vient, il y a une rencontre avec l'inhalothérapeute sans frais. Puis là, on a un questionnaire qu'on a monté, qu'on a tout préparé, planifié. Puis suite à cette évaluation-là du questionnaire, moi, je revise tous les questionnaires et c'est là qu'on réalise si, oui, ce patient-là mérite une investigation plus poussée ou sinon, il n'y a pas de problème d'apnée. Puis quand on parle d'investigation, c'est quoi la première étape normale de l'investigation? La première étape, c'est l'évaluation, comme je viens de mentionner. Ouais. Ensuite, on détermine qu'il y a besoin d'un test pour l'apnée. Donc, on fait le test le plus simple qui se fait actuellement, c'est une polygraphie cardio-respiratoire ambulatoire. Ça veut dire que ça se fait à la maison? Ça se fait à la maison. Okay. On calcule le taux d'oxygène, on calcule les arrêts respiratoires et le ronflement. Mouvement des jambes aussi, je pense? Ouais. Non, on ne peut pas calculer le mouvement des jambes avec cet appareil-là. Parfait. Par contre, il y a un autre test aussi qu'on peut faire pour les patients plus complexes, c'est une polysomnographie, soit ambulatoire ou en laboratoire. Ça comprend un électroencéphalogramme en même temps qui va calculer toutes les phases de sommeil, qui va calculer également les mouvements des jambes et la fragmentation du sommeil la nuit. Donc, ce n'est pas dans tous les cas nécessaire de faire ce test-là. Le test ambulatoire, règle générale, quel pourcentage des gens on va avoir suffisamment de ce test-là? Là? Bien, quand on a révisé notre questionnaire, je dirais que faire une polygraphie cardio-respiratoire, c'est beaucoup plus simple que faire une polysomnographie, parce que la plupart du temps, on les fait en laboratoire. Et on n'a pas énormément de laboratoires, donc on a un temps d'attente énorme qui peut parfois prendre 10 à 12 mois. Oui.
Parce que la polygraphie cardio-respiratoire, c'est très simple. Ça se fait ambulatoire. On peut en faire 5-10 dans la même journée si on a nos appareils. Parfait. Puis si le patient, une fois qu'il a été revu par le médecin avec son examen, nécessite un traitement, c'est quoi le traitement, en règle générale? Il faut dire une chose, c'est qu'un coup que le patient a passé son examen, là, le test est analysé par un électrophysiologiste et ensuite, je sors le rapport. On fait tout en moyenne, on peut faire jusqu'à 5 arrêts respiratoires à l'heure. Normalement. Toute personne normale. Mais ensuite, on calcule ça, on passe un indice d'apnée. Si on fait entre 5 et 14 arrêts respiratoires à l'heure, on considère que c'est de l'apnée léger. Entre 15 et 29 arrêts respiratoires à l'heure, on calcule que c'est modéré. En haut de 30, c'est sévère. Donc, c'est ça qu'on utilise pour savoir quel traitement on va faire avec nos patients. Les patients qui sont légers et modérés, là, avec moins de 20 arrêts respiratoires à l'heure, généralement, ils n'auront pas beaucoup de symptômes. Ils vont avoir beaucoup plus un problème de ronflement. Okay. Tandis que les sévères, qui ont beaucoup de symptômes, surtout le jour, de la somnolence diurne, ça, c'est des individus qui sont plus importants à traiter. Et le premier traitement de choix va être ce qu'on appelle un CPAP, un appareil à pression positive continue. Les gens qui pensent que ça fait du bruit, ces appareils-là, est-ce que c'est vrai ou les appareils d'aujourd'hui? Il faut dire que les premiers appareils ont été créés en 1980. C'était tellement bruyant là, que le patient qu'on traitait pour ses problèmes d'apnée et de ronflement, on mettait l'appareil dans le garde-robe. Puis quand on voyait les patients, ils disaient, puis comment ça va? Ah, il dit, parle-moi-en pas. Il dit, ça n'a pas réglé mon problème. Il dit, je ronfle plus, mais il dit, je couche dans l'autre chambre pareil parce que l'appareil est trop bruyant. Mais on a évalué avec le temps. Maintenant, c'est comme un ordinateur, aucun bruit. Mais c'est beaucoup plus une question d'adaptation. Parce qu'il faut dire qu'il faut toujours penser aussi au système complet. Puis les patients ont besoin d'un suivi bien régulier par un inhalothérapeute, mais aussi il faut évaluer la sphère ORL, c'est-à-dire la congestion nasale. Parce que si le patient a une congestion nasale, ce qu'on retrouve probablement dans à peu près 50 à 60 des patients qui font de l'apnée, il va avoir de la difficulté à tolérer son appareil puis son masque. Donc, c'est important de vérifier tout ça aussi. Donc, le suivi est important. D'avoir une équipe d'inhalothérapeutes avec un médecin qui travaille en collaboration et qui fait un suivi régulier sans frais. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui abandonnent le traitement. Absolument. Puis, une petite anecdote, là, depuis quelques années, depuis probablement un an, les compagnies d'assurance qui remboursent les appareils, autrefois, là, on faisait un diagnostic d'apnée, on faisait la prescription, les compagnies d'assurance remboursaient. Mais maintenant, les compagnies d'assurance demandent un deuxième test après quelques mois avec l'appareil pour vraiment s'assurer que le patient porte encore son appareil puis que le traitement est efficace avant de rembourser l'appareil. C'est une bonne chose. Oui. Docteur Roy, merci beaucoup d'avoir été avec nous puis de nous avoir éclaircis sur ce sujet qui est l'apnée du sommeil. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Caroline Beaulieu, pharmacienne chez Family Prix, et on discute du sommeil. Bonjour Caroline. Bonjour Dominique. Vous allez bien? Oui, merci. Caroline, qu'est-ce que l'insomnie et quelles catégories de personnes sont les plus touchées? Bien, en fait, il y a différents types d'insomnie. Ça peut être, dans le fond, des difficultés d'endormissement, comme ça peut être aussi des réveils fréquents durant la nuit. Puis ça peut également être des difficultés à se rendormir tôt le matin, après une nuit de sommeil qui n'est pas complète. On parle aussi de la durée de l'insomnie. Dans le fond, la personne peut souffrir d'insomnie aiguë due à une maladie ou à un événement là, qui se passe dans sa vie qui l'empêche de dormir, qui est comme traumatisant. Puis sinon, bien, il y a aussi l'insomnie transitoire qui peut durer juste quelques jours par des préoccupations de la vie. Il y a aussi l'insomnie chronique qui dure depuis plus de 3 mois, pour dire quelque chose. Donc, ça dépend vraiment à quel niveau la personne se situe avec son trouble de sommeil. Puis pour les catégories de personnes touchées, dans le fond,
fond, ça dépend vraiment. Aussi, ça peut toucher tout type de personnes, dépendamment à quel niveau, quelle étape de la vie on est. Eh bien, on n'a pas besoin du même nombre d'heures de sommeil. Un bébé ne dort pas le même nombre d'heures de sommeil qu'un adulte, pour dire quelque chose. Donc, il n'y a pas de catégorie de personnes en tant que telle. C'est plutôt selon le stade de la vie, là, ça peut arriver. Et des préoccupations, naturellement. Est-ce que vous avez des trucs pour favoriser un bon sommeil? Oui, en fait, on mise beaucoup sur l'hygiène de sommeil. Avant même d'aller vers des médicaments, on priorise vraiment l'hygiène de sommeil, donc avoir une routine de dodo, faire des activités calmes avant d'aller au lit, éviter tout ce qui est tablette, écran lumineux, éviter aussi de faire des activités stimulantes comme de l'exercice avant d'aller se coucher ou de consommer des substances stimulantes comme du café, des choses comme ça. Donc, on essaie vraiment d'adopter une hygiène de sommeil, un rythme, une routine finalement, routine. ouais, avant d'aller se coucher pour favoriser le sommeil. Le corps s'habitue à ça, puis ensuite, on arrive à mieux dormir. Il y a plusieurs mythes autour du bon sommeil, d'un bon sommeil réparateur. Est-ce que le fait de prendre un petit verre de vin le soir en est un? C'est un mythe, en effet. L'alcool provoque, dans le fond, de l'endormissement. Donc oui, ça peut nous donner la sensation que ça nous aide à dormir. Mais au niveau du sommeil réparateur, on ne le trouve pas. Dans le fond, ça allège vraiment les stades du sommeil. Puis on n'ira pas avoir une bonne nuit réparatrice là, si on a consommé de l'alcool, tout au contraire. Existe-t-il différents médicaments en pharmacie qu'on peut se procurer pour favoriser un bon sommeil? Il y en existe, effectivement. Par contre, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on priorise toujours vraiment l'hygiène de sommeil en premier lieu. Sinon, ben, c'est de consulter là, son pharmacien pour voir les différents produits là, qui sont adaptés à nous. Puis c'est souvent des choses qu'on utilise de manière temporaire. Puis on essaie d'instaurer une bonne routine de sommeil. Puis souvent, ben, on peut se débarrasser là, du médicament, ce qui est le but ultime. Peut-on devenir dépendant aux somnifères qui nous sont prescrits? Oui, tout à fait. C'est un peu pour ça que j'utilisais le terme « débarrasser », parce qu'en fait, on veut pas s'habituer aux effets du médicament. On veut pas avoir à le prendre sur une base régulière là, le plus possible. Comme je le disais, la clé, c'est vraiment l'hygiène de sommeil. Puis effectivement que les médicaments, autant prescrits que sans ordonnance, peuvent causer une accoutumance. Dans le fond, si on résume un peu, c'est de se trouver une routine à soi qui favorise notre sommeil. Tout à fait. Est-ce vrai que les siestes de courte durée sont favorables pour le sommeil? Oui, en fait, on privilégie toujours des siestes de 10 à 20 minutes. Ça peut paraître surprenant, non, tout à fait, parce que si on y va vers 45 minutes ou plus encore, on rentre vraiment dans des stades de sommeil plus profonds, puis ça va affecter notre vigilance au réveil, donc ça va être moins productif là, d'avoir fait une sieste. Et la sieste, c'est toujours en après-midi ou il y a différents moments de la journée? On peut la faire au moment de notre choix. Par contre, on privilégie de la faire avant 15 heures parce que sinon, après, on pourrait avoir des troubles d'endormissement rendus au soir. Caroline, en terminant, parlons du sommeil chez les petits bébés. Si un enfant ou un petit bébé dort beaucoup moins dans le jour, est-ce normal? En fait, c'est pas anormal, à moins qu'il y ait une maladie ou une pathologie, de la douleur qui fasse qu'il ne dorme pas bien. Mais si on exclut ça, en fait, il faut créer aussi à l'enfant une hygiène de sommeil. Puis dans le fond, une petite routine, exactement. Puis on s'assure que la nuit, eh bien, on garde les lumières fermées, on ne lui parle pas. Oui, on peut le consoler, on peut le bercer, mais on lui fait comprendre que c'est la nuit. Puis dans le jour, on laisse les lumières ouvertes. Quand c'est la sieste, on parle, on met de la musique, on va à nos activités normales. Fait comme ça, il va faire la distinction vraiment entre jour et nuit. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Je suis en compagnie de Vincent Comtois, préparateur physique, naturopathe et vice-président chez ATP. Bonjour Vincent. Bonjour. Toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci. Cette semaine, Vincent, on va parler des différents moments, ou sinon, y a-t-il un meilleur moment pour s'entraîner? Soit qu'on veut perdre du poids ou soit qu'on veut muscler, qu'on veut augmenter notre musculature. Si on prend la courbe hormonale, selon la production d'une hormone qui s'appelle le cortisol, cette hormone-là est plus élevée le matin. Donc, ça va avec la lumière. Donc, plus on a de lumière, plus on produit de cortisol. Donc, le matin, habituellement, le corps est dans une meilleure position pour faire de l'exercice. Dépendamment de la récupération des gens, dépendamment de l'horaire des gens, l'important, c'est de bouger. Là, ça, on ne le dira jamais assez. Mais le matin sera une meilleure période dans la journée pour faire de l'exercice parce qu'on a tout le temps de décompresser, de mieux récupérer le soir.
c'est une période qui est propice là, vraiment à faire de l'activité. Donc, avant midi, là, ça serait le meilleur. Et le matin, est-ce qu'on doit déjeuner avant? Est-ce qu'on doit prendre, par exemple, un supplément ou tout simplement on se lève un petit peu d'eau puis on peut s'entraîner? On peut s'entraîner à jeun le matin. Encore là, c'est pas un conseil que je donne. Ça dépend de l'intensité. Ça dépend de l'intensité, ça dépend de la condition physique de la personne, ça dépend du type d'entraînement. Donc, il y a plusieurs choses à regarder. Mais c'est possible de le faire. S'hydrater, c'est une bonne chose toujours. Un bon grand verre d'eau. Si on fait de l'activité cardiovasculaire seulement, ça se fait très bien à jeun. Si on a une activité un peu plus anaérobique, donc plus en force, puis tout ça, souvent, c'est mieux d'avoir un peu plus d'énergie en banque. Pour la perte de poids, il y a plusieurs personnes qui préconisent l'entraînement à jeun le matin, mais il y a un bémol là-dessus. Ça dépend toujours de la condition de l'individu puis du type d'entraînement. Donc, à essayer, mais c'est pas un must, c'est pas un... On ne perdra pas plus de poids parce qu'on s'entraîne. La différence n'est pas énorme. C'est un faible pourcentage de plus de dépenses énergétiques le matin. Les défendeurs de l'idée, c'est on est à jeun, donc on va puiser plus facilement dans nos réserves. Okay. La réalité, c'est que oui, un peu, mais pas tant que ça. Donc, il n'y a pas un avantage ultime à s'entraîner à jeun. Il y a un léger avantage pour la perte de poids. D'accord. Puis les gens, souvent, vont dire, bien moi, le matin, j'ai de l'énergie. Le soir, j'ai pas d'énergie. Même si je voulais m'entraîner le soir, ça fonctionne pas. Est-ce qu'il y a une différence? Si les gens, dans le fond, vont persister puis vont dire, bien même si ça me tente pas, je vais m'entraîner, est-ce que c'est qu'ils vont perdre moins de poids ou sinon... Les habitudes changent. C'est sûr que si on n'est pas un matinal, les premiers temps qu'on va s'entraîner le matin, on va le trouver ça dur. Mais avec le temps, si on s'entraîne plus tôt le matin, on a une plus grande dépense énergétique, on arrive plus fatigué le soir, souvent on se couche plus tôt, puis à un moment donné, on retourne la roue. Mais les gens qui s'entraînent le soir, le défaut de ça, c'est qu'on augmente encore cette fameuse hormone-là du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone d'adaptation au stress. L'exercice, c'est une forme de stress. Nécessairement, notre corps, c'est pas qu'on fait quelque chose de bien pour lui sur le moment. Il vit un stress. Il faut qu'il bouge, il faut qu'il se dépasse. Les gens qui jouent dans des ligues de hockey de garage, c'est très dangereux pour la santé, ça. Si on n'est pas en condition physique, on va se dépasser le soir, après avoir soupé, après avoir travaillé. On n'est pas là, c'est dangereux pour les crises cardiaques, tout ça, mais on voit ça arriver assez souvent. Donc, il faut avoir une certaine condition physique pour faire un effort de haut niveau. Puis c'est plus dangereux en fin de journée qu'en début de journée. Donc, le soir, habituellement, c'est une période pour relaxer avant de se coucher, non de s'activer de haute intensité. Et qu'est-ce que tu recommandes aux gens qui souhaiteraient commencer à s'entraîner à la maison? Là, les gens nous suivent via les capsules ATP. Est-ce qu'ils doivent suivre leur corps, c'est-à-dire si pour eux, le matin, ils n'ont pas d'énergie puis qu'ils en ont le soir, plus prioriser un entraînement le soir ou encore de dire, ben, j'ai quelques livres à perdre, j'ai un peu de poids. Naturellement, ça ne se fait pas par magie, là, on s'entend. Hein? Faut combiner une bonne alimentation, on le disait dans des chroniques précédentes. Mais est-ce qu'on écoute notre corps ou on le met au défi puis on continue à s'entraîner le matin? Bien, c'est sûr que très tard en soirée, moi, je déconseille ça. Après souper, aller s'activer, surtout pour une personne plus âgée, c'est plus difficile. Les jeunes ont une capacité énergétique de récupération et tout ça qui est plus grande que quand on vieillit. Là. Mais reste que plus tôt dans la journée, c'est toujours le mieux. Donc, si vous n'avez pas cette habitude-là d'emblée, il faut essayer de se forcer peut-être au début, essayer de s'activer au début de la journée. Il y a un avantage. Il y a une plus grande dépense énergétique qui peut être reportée dans toute la journée. Nécessairement, on s'est activé, on a plus d'énergie. Puis on a tendance à se fatiguer plus de bonne heure, on se couche plus tôt, on récupère mieux. On suit plus le rythme circadien qu'on appelle. Là. Donc, le cycle éveil-sommeil est plus naturel dans cette façon de faire. Là. Et un petit truc pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on mange après s'être entraîné pour déjeuner, par exemple? On s'entraîne le matin, qu'est-ce qui est le meilleur qu'on a chez nous, là, quelque chose qui est dans le frigidaire? Bien, le plus important, je pense, c'est d'avoir les 3 macronutriments. Donc, c'est pas un macronutriment, c'est pas juste des glucides ou juste des protéines. C'est un ensemble de tout ça. Des protéines qui vont se digérer bien pour avoir une bonne assimilation, pour nourrir les muscles qui ont travaillé. Donc, les œufs, ça serait un très bon exemple, de faire un œuf avec un rôti, avec un beurre d'amande, par exemple. Moi, j'aime mieux le beurre de noix que le beurre d'arachide. Les valeurs nutritives sont plus intéressantes. Quelque chose de relativement simple, des fruits. Éviter les jus, par exemple. Souvent, c'est trop de sucre concentré. Moi, j'aime mieux manger le fruit au complet. Les gens ne réalisent pas, mais un verre de jus d'orange, il y a plusieurs oranges là-dedans. Donc, manger une orange, c'est équivalent d'une once de jus. On a assez, puis on a toutes les fibres, tout ça, avec le fruit complet, qu'on n'a pas juste dans le jus. Donc, un fruit, un œuf, une toast, quelque chose de relativement simple. Puis, c'est encore là, c'est toujours une question de quantité. De quantité, exactement. Donc, c'est un rendez-vous via notre site Internet votrebilansanté.tv pour nos capsules ATP ainsi que sur notre chaîne YouTube. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine.
Le Vox Pop est une présentation d'ATP, une source naturelle d'énergie, de santé et de performance. Quelle place les produits locaux occupent-ils dans votre vie? Ben, quand je vis dans Port-Neuf, les produits locaux occupent énormément de place dans ma vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, les alcools, les fruits et légumes. La 138, c'est un grand marché à ciel ouvert quand c'est le temps des récoltes. Il y a un marché à Deschambault aussi, il y en a d'autres un peu partout. Au niveau des produits locaux, quand je suis ici, je suis quelqu'un qui vit aussi à Québec, mais quand je suis dans Port-Neuf, je suis un Port-Neuvois, je vis que des produits locaux. Ça va même, les voitures ont été achetées ici, donc on est à Port-Neuf 100 000 à l'heure pour tout ce qu'on consomme. Écoutez, c'est sûr que les produits locaux, pour nous, c'est primordial. On est producteur transformateur. Alors, c'est clair que à ce niveau-là, avec le lait à la ferme puis nos fromages, on est au premier plan. Mais ce qui nous interpelle encore plus, c'est que dans la région de Port-Neuf, on est de nombreux producteurs transformateurs de différents produits, charcuterie, pain, ainsi de suite, canard. Et on s'en fait une fierté ici à la boutique à la Fromagerie des Grondines de vendre l'ensemble de ces produits-là de la région de la Capitale-Nationale. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Marc, encore une belle émission. Très intéressant, effectivement. Alors, avant de vous quitter, voici notre réponse à notre question « Vrai ou faux ». La question vrai ou faux est présentée par Logibourg, des immeubles résidentiels modernes, chaleureux et sécuritaires. La consommation d'alcool en soirée peut augmenter les ronflements et l'apnée durant la nuit. Merci d'être si fidèle. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Merci d'avoir été là. Suivez-nous sur nos médias sociaux et pour revoir nos émissions, le site Internet de Télémag Québec. Sinon, votrebilansanté.tv. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Votre bilan santé vous a été présenté par Capital Chrysler et les cliniques médicales Lacroix.